Je me présente, je suis Khadija Yatara, ressortissante de Tombouctou. J'ai travaillé 40 ans au consulat de Mauritanie, à la rue du Cherche-Midi, et je suis la Malienne qui réside aussi au 11 rue du Bel-Air, 94 Cachan, Val-de-Marne. Et les deux adresses sont les deux adresses qui ont construit et qui ont alimenté la rébellion Touareg. Et je sais que mon pays en a besoin aujourd'hui pour les négociations à Alger. Donc, il y a certaines révélations que je mets à la disposition des décideurs maliens et de tout le peuple malien et de la classe politique malienne pour qu'on fasse pression et pour qu'on sache ce qui se passe. Les turpitudes et la vie et les humiliations que cette Malienne vit à cause du Mali, tout ça, ça serait révélé. Et les jours qui viennent, on va développer la rébellion malienne, les genèses de la rébellion. Pourquoi il y a eu la rébellion? En fait, il y a eu rébellion Touareg une seule fois. C'est une rébellion arabe. Il faut qu'on en tienne compte et qu'on l'accepte. Voilà. Et dans l'interview, il y a plusieurs parties. Aguelhok, pourquoi Aguelhok? Ce n'est que la réplique des antécédents. Et ce qui a donné naissance à Aguelhok, Amadou Aya, le massacre béret vert, béret rouge. Il faut que ça soit révélé, qu'on donne les détails que la nation ignore et que la classe politique, il y a certains leaders politiques même qui l'ignorent, je suis sûre. Un an après les élections présidentielles, la communauté malienne a été reçue au consulat par le ministre des Affaires étrangères, M. Diop. Ils ont demandé, ils ont fait comprendre à toute la communauté que le problème malien, le problème du nord du Mali, c'est le problème de tous les Maliens. Donc des solutions et des propositions, d'où que ça vienne, est la bienvenue. À ce titre, en tant que Malienne ressortissante du Nord, je crois que c'est légitime de répondre à certaines questions et de faire des propositions. Pour la manifestation, l'opposition a organisé une grande manifestation à la Bourse du Travail. Deux questions ont été posées qui m'ont interpellée. Les élections présidentielles, est-ce que ça a été fait sur le choix d'un programme ou sur le choix d'un homme? Les dérives, les échecs, est-ce que ça provient d'un problème d'incapacité ou de compétence ou d'incompétence, quelle que soit l'expression qu'on utilise? Je réponds d'abord à ces deux questions avant qu'on attaque Alger et les ressortissants et le RPM. Tous les vétérans de la politique, que ce soit national ou international, je ne me considère même pas comme un cabotin de la politique. Les vétérans de la politique, ils savent qu'après l'effondrement d'un État, on ne peut pas élire un président sur un programme. On ne peut pas avoir un programme. Tout est priorité. Ce sont des mesures phares. Donc, c'est l'année de tâtonnement. Qu'on le veuille ou pas. Je ne fais pas l'avocat du diable. Hein? Non, je suis neutre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Donc, on ne peut pas parler de programme. On parle de l'exécution des mesures phares. Tous les vétérans de la politique le savent. Donc, l'élection présidentielle ne peut pas se faire sur un programme, sur le choix d'un programme. Ça se fait sur le choix d'un homme qu'on pense qu'il a l'envergure de faire face. Et en ce moment-là, on a pensé à Ibeka. Naturellement, il y a des erreurs, il y a eu des fautes. La première année est une année de tâtonnement. Ça n'explique pas du tout les échecs et les erreurs qui ont été faites. On a parlé de trahison. Ibeka n'a trahi personne. Il s'est trahi lui-même parce qu'il a trahi ses convictions politiques, ses propres convictions. Et c'est la plus grave des trahisons. Non, sur le plan de la religion, sur le plan du problème du Nord, quand il était Premier ministre, est-ce que ce n'est pas lui qui avait refusé
l'instauration d'un bac ou de diplôme arabe. Il a défendu la laïcité. Il a imposé les diplômes d'État. Et d'ailleurs, la manifestation que les religieux ont eue, c'est lui qui l'a fait disperser. Donc, on ne peut pas comprendre son attitude aujourd'hui vis-à-vis du groupe islamiste, vis-à-vis des wahhabistes. On ne peut pas le comprendre. C'est inadmissible. Donc, il a renié ses convictions politiques. Non, on l'a choisi parce qu'on pense qu'il fait la part des choses. La séparation des pouvoirs, le religieux à sa place, l'exécutif à sa place, le judiciaire à sa place, et la classe politique et la société civile ont aussi leur place. On n'accepte pas cet amalgame-là, non. N'importe quel, et tous les Maliens ont le droit de donner leur avis sur ça. On passe sur le choix de Moussa Mara, le départ de Oumar Tatamli, Moussa Mara, l'éloignement de Toumani Djimé Diallo. Les trois actes font partie du même chapitre. C'est juste au fond d'un salon parisien où on peut dire d'un coin de causerie que Moussa Mara a été imposé. Non, on n'a rien contre Moussa Mara. Aujourd'hui, pourquoi? On sait que le problème Moussa Mara, c'est un amalgame militaire, un amalgame wahhabisme, et également les affaires. 15 Ambougou, c'est quoi? Moussa Mara est le produit de 15 Ambougou et de Kati, et une partie de Lafayette-Bougou. 15 Ambougou, c'est le quartier privilégié des retraités militaires. Et son père est un ami intime à Moussa, le général Moussa Traoré. 15 Ambougou est le premier fief des Wahhabiyas. Pourquoi les Wahhabiyas? Aujourd'hui, les investissements, le milieu des affaires, le milieu des renseignements, c'est entre les mains de qui? Des Wahhabiyas. Donc il faudrait bien que le président Ibeka fasse la part des choses. Moussa Mara n'est pas l'homme de la situation aujourd'hui. Ils ont demandé à ce que le pouvoir exécutif soit rajeuni, que le pouvoir judiciaire soit rajeuni. Oui, on a des jeunes qui sont vifs d'esprit. Ils sont à la hauteur, ils ont des diplômes, mais ils manquent d'expérience. Ils doivent d'abord déplucher nos dossiers. Ils doivent d'abord faire leurs expériences dans les couloirs du pouvoir avant qu'on ne leur passe la main.